Bonsoir tout le monde. Je suis Babacar Diouf de la Direction générale du budget. Je suis très honoré ce matin, cet après-midi du moins, de pouvoir assurer la modération de ce dernier panel qui nous réunit. Nous avons 4 à 5 panélistes qui vont prendre tour à tour la parole. Nous allons travailler ou bien discuter sur les solutions fondées sur la nature. Dans un propos introductif, nous allons entendre notre collègue Madame Mamfatis Niang, chef de la division gestion du littoral au niveau de la direction de l'environnement, qui va revenir sur les différentes étapes du processus, les conclusions issues des conclusions intergouvernementales sur les solutions fondées sur la nature organisées par le PNUE. Nous allons ensuite tour à tour écouter Madame Liliane Assogba de l'UICN, qui va nous faire un exposé didactique sur les standards de cette solution fondée sur la nature. Nous allons ensuite écouter notre collègue Luc Malou du projet Waka Sénégal sur véritablement les approches de lutte contre l'avancée de la mer. Nous allons aussi écouter notre collègue Madame Adja Adama Diaw sur toujours les solutions du littoral, mais renforcement et la résilience des communautés côtières. Et enfin, nous allons écouter nos collègues de l'ADM, certainement précédés par nos amis de la ville de Pikine pour des initiatives locales. Certainement, on va pouvoir dérouler un film si le temps nous permet. Je voudrais, dans le cadre d'une approche de travail, proposer à chaque panéliste 5 minutes de prise de parole maximum. Et qu'à la fin, si le débat le permet, avec des relances, on pourra revenir sur des questions essentielles. Si vous en convenez, je passe la parole à Madame Mamfatis Niang de la division changement gestion du littoral pour son propos introductif et qui nous place dans le cœur de ce sujet-là. J'espère aussi qu'on fera un tour de table assez didactique parce que nous sommes devant des experts et qu'on va beaucoup apprendre et on va quand même avoir un débat fructueux. Madame Seydi, vous avez la parole. Vous pouvez venir ici. Hein. Merci Babacar, monsieur le modérateur. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme vous l'avez dit, monsieur le modérateur, nous avons fait un petit rappel des différentes étapes du processus qui a institué les solutions fondées sur la nature. L'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement, lors de sa session de février 2022, a adopté une résolution intitulée « Solutions fondées sur la nature » pour soutenir le développement durable. Donc, cette résolution a été adoptée en mars 2022 et qui a donné une première définition du concept de solution fondée sur la nature. Les collègues vont y revenir tout à l'heure. Et cette résolution avait aussi invité le directeur exécutif du PNUE d'organiser des consultations intergouvernementales pour permettre quand même que les différents acteurs puissent avoir une compréhension commune concernant cette nouvelle approche. Et pour donner suite à cette résolution, 2 consultations virtuelles ont été organisées et ensuite une consultation intergouvernementale, une seconde consultation intergouvernementale a été organisée récemment à Nairobi. Cette consultation avait pour objectif de permettre aux différents pays, représentants en tout cas des pays, d'avoir une compréhension commune, mais également un consensus sur le concept de solution fondée sur la nature et de voir comment la mettre en œuvre. L'autre objectif de ces consultations était d'échanger, mais également d'acquérir des connaissances sur les bonnes pratiques des solutions fondées sur la nature. Également, il était question d'explorer les opportunités de financement, que ce soit les financements bilatéraux et multilatéraux, pour permettre aux pays en développement d'élaborer et de mettre en œuvre cette nouvelle approche.
Lors de ces consultations intergouvernementales, à l'issue en tout cas de ces consultations, 8 recommandations ont été dégagées. Et parmi ces recommandations, il a été retenu de créer une plateforme, en tout cas un répertoire d'exemples de bonnes pratiques sur les solutions fondées sur la nature. Parce que ce n'est pas toutes les pratiques qui peuvent être considérées comme des solutions fondées sur la nature. Donc, les présidentes de ces consultations ont recommandé à l'ANUE de créer un répertoire qui va mettre en évidence, en tout cas, les solutions fondées sur la nature pour tous les types d'écosystèmes. Également, il a été recommandé d'identifier les différentes méthodes qui existent et évaluer les coûts et les avantages de ces solutions. Également, une recommandation très importante, c'était de définir des normes, des lignes directrices et des critères qui permettront aux différents acteurs de pouvoir dire ceci est une solution fondée sur la nature ou pas. La 5e recommandation concernait les politiques, mais également les mécanismes de financement. Il y avait une nécessité, en tout cas, il y a nécessité de différencier les mécanismes de financement des accords multilatéraux qui existent actuellement et de voir comment trouver des nouvelles sources de financement spécifiques aux solutions fondées sur la nature. La 7e recommandation, c'était de faciliter la compréhension en préparant un guide accessible de concepts liés aux solutions fondées sur la nature. Et la dernière était de veiller à une bonne coordination. Ça, c'est une solution politique, en tout cas une recommandation politique. Il s'agissait de veiller à une bonne coordination avec les différentes conventions multilatérales sur l'environnement qui existent, afin de promouvoir une compréhension commune, mais également d'assurer une bonne synergie pour la mise en œuvre cohérente de ces solutions fondées sur la nature. Voilà, monsieur le modérateur, de façon ramassée, comme on a dit 5 minutes, les quelques points que je voulais bien partager aux participants. Merci. Merci beaucoup, Madame Seydi. Vraiment, ça a été très ramassé, mais très clair. Je pense qu'elle a posé le débat, mais elle a rappelé aussi le cadre dans lequel ces solutions fondées sur la nature est née. Mais autant dire qu'on a pris le train en marche à bon gare. Hein. Je pense qu'on n'est pas en retard sur cela. On l'a pris en charge très tôt. Mais en même temps, dire que ces réflexions-là, quand même, c'est des vieilles réflexions que nous avions, avec notamment ENDA, avec d'autres structures comme ça. Et je retiens aussi de certaines recommandations, comme le guide, le répertoire, et aussi des questions de gouvernance et de coordination qui sont essentielles. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à Mme Liliane Assogba de l'UICN Sénégal pour qu'elle nous revienne sur les fondamentaux et les standards nationaux, les standards au niveau national en matière de solutions fondées sur la nature. Merci de nous aider à activer le micro pour que Madame puisse faire son speech à partir de là où elle est. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Madame Seydi, merci d'être très concise sur 5 minutes. Vous avez la parole, Madame. Ça, c'est un challenge pour moi. Merci et bonsoir à tous. Merci pour cette invitation et pour partager vraiment l'expérience de l'UICN, en particulier avec le Sénégal, sur les solutions fondées sur la nature. C'est un concept dont on entend de plus en plus parler aujourd'hui et il est très important que nous arrivions à donner un contenu assez clair à cela. Et c'est en cela que il y a ce travail de consultation vraiment qui se fait maintenant pour vraiment partager déjà sur la compréhension du concept et puis sur les bonnes pratiques qu'on peut avoir. Et comme on ne peut pas parler de bonnes pratiques sans avoir de référence, l'UICN a jugé vraiment utile d'établir un cadre qui puisse orienter la conception et la mise en œuvre de ce type de projet, de sorte à ce que justement on puisse arriver à établir des bonnes pratiques. Ce standard est, comme je le disais, un cadre d'orientation. C'est un document que vous pouvez retrouver en ligne et qui se décompose un peu en des critères et des sous-critères qu'on appelle des indicateurs et qui nous permettent vraiment d'opérationnaliser, on va dire, la définition
qui a été retenue et qui dit, elle est un peu longue, je vais vous épargner toute la définition, que c'est un ensemble d'actions et qui vont aller soit dans le sens de la conservation de nos écosystèmes, soit dans le sens de leur restauration ou de leur gestion durable, etc. Et tout ça pour répondre à des défis à la fois dans le secteur social, dans le secteur environnemental et puis dans le secteur économique également. Et d'arriver à le faire tout en gardant à l'esprit le bien-être des communautés, mais également le bien-être des écosystèmes sur lesquels on travaille. Et voilà donc ce cadre-là qui existe et dont le Sénégal profite. On fait un excellent travail avec le Sénégal. Dans ce sens, on a déjà, dans le cadre notamment des activités, des projets de résilience côtière, travaillé avec les collègues. Déjà, un tout premier travail qu'on a fait, ça a été en 2019-20, d'évaluer on va dire, la proportion ou la prise en compte des solutions fondées sur la nature dans les contributions déterminées au niveau national. Et cela nous a permis de voir qu'il y a des poches d'éléments qui conviennent à l'approche, qui sont dans ces contributions, mais qu'il y a encore une étape à franchir. Et ça, je crois qu'il y a une compréhension du concept qui vient et qui fera que bientôt, on va avoir des éléments plus saillants dans ces contributions-là. Je pense que peut-être Luc reviendra sur le travail qu'on a fait, notamment sur le projet au niveau de l'AMP de Saint-Louis de restauration dunaire et qu'on a pu évaluer avec le standard de l'UICN sur les solutions fondées sur la nature. On est arrivé au fait que cette intervention-là répond vraiment au standard en prenant en compte l'ensemble des éléments du critère qui partent du besoin de répondre à des défis sociétaux de réduction des risques de catastrophes ou de réduction des effets du changement climatique, aux besoins de la viabilité économique des interventions que nous menons, ou encore à l'importance de la bonne gouvernance de ces interventions-là, avec une bonne inclusion, une transparence dans la gestion. Et le cas de l'AMP de Saint-Louis est assez édifiant et on ne se lasse pas d'en parler comme un bon exemple, une bonne pratique. En Casamance, il y a cette initiative qui se mène et d'ailleurs, la semaine qui vient, je crois qu'il y a voilà, des interventions qui vont se faire là-bas dans ce sens. Et c'est bon en tout cas de voir à quel point le Sénégal se soucie de la prise en compte de ces critères et indicateurs-là pour orienter ces interventions. Voilà. Merci. Le temps, je voudrais vous remercier pour cette efficacité. Les deux premiers exposés nous ont vraiment didactiquement placés dans le contexte. Même les profanes savent c'est quoi les solutions à peu près basées sur la nature. En disant que c'est une approche, vous êtes en train de nous dire qu'il y a quand même une approche didactique que l'UICN est en train de développer avec le Sénégal. Quand c'est l'UICN, on est conscient, parce que sur d'autres conventions, quand même, je parle sous sous le regard des anciens, ils nous ont accompagnés sur la liste rouge, sur d'autres aspects comme ça. Je pense qu'on est confiant. Vous êtes en train d'établir le cadre et vous êtes en train aussi d'opérationnaliser. C'est aussi heureux de constater que dans le CDN, vous avez commencé à faire un travail de screening pour voir un peu comment ces aspects-là peuvent être pris en compte pour que les solutions fondées sur la nature puissent être de véritables
quand même leviers qui peuvent nous aider à être dans vraiment ce giron-là de développement durable. Sans tarder, on va peut-être aller sur des exemples pratiques. C'est d'abord les régions côtières avec Ouaka. Nous donnons la parole à notre ami Luc. Les dames ont été efficaces. Je pense que vous ne serez pas au-delà, en deçà de 5 minutes. Merci. Luc, vous avez la parole. Mais venez là. Non, je voulais... Non, venez là. Mettez-vous là. Vous avez un joli costume là. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme vous l'avez dit, mes deux collègues ont déjà posé le débat concernant les solutions fondées sur la nature. Donc moi, ma présentation va s'appesantir sur un cas pratique au niveau de l'AMP de Saint-Louis. Donc, je pense que la présentation du projet Ouaka, on peut passer ça, sinon ça va prendre un peu de temps. Donc, pour le cas de Saint-Louis, donc, nous avons travaillé au niveau de l'AMP de Saint-Louis. Dans le cadre de cette intervention, il y a eu le concours du Fonds français pour l'environnement mondial qui accompagne l'intervention de solutions fondées sur la nature au niveau de l'AMP de Saint-Louis. Donc voilà, comme vous le savez, la langue de Barbarie, en 2003, cette ouverture, pendant un certain moment, il y avait, comment dirais-je, l'extension de la brèche et la reconstitution se faisait de façon très lente. Donc c'est à partir de 2013, 2015 jusqu'à 2019 que nous avons eu une reconstitution effective de cette brèche. Donc après cette reconstitution de cette brèche, nous avons constaté que la brèche reconstituée avait une très faible topographie. Donc à cause de cette faible topographie, on avait des phénomènes de submersion qui sont assez récurrentes. Donc, il y a la salinisation des terres. Donc, pour pallier à ces difficultés, concernant la faible topographie, donc, avec l'appui du conservateur, Ganivelle. Mais au Sénégal, comme vous le savez, au niveau de Saint-Louis, il y a une plante envahissante qui est le tifa. Donc le tifa a été utilisé dans ce sens pour pouvoir piéger le sable. Donc, c'est des sortes de palissades qui sont mises en place, orientées de telle sorte que, par rapport à la circulation du vent, de pouvoir capter les grains de sable pour pouvoir constituer des dunes. Donc en plus de la reconstitution de ces dunes, il y a eu des campagnes de reboisement derrière ces dunes, et également avec la mise en place de ces infrastructures, ça a permis également de lutter contre la salinisation des terres et permettre aux femmes, des femmes qui travaillent sur les activités de maraîchage dans la zone, de pouvoir mener à bien leurs activités. Donc après la mise en place de ces initiatives, voilà les résultats. Après la pose des TIFAVEL, on a pu constituer phénomène de salinisation des terres ont pu prospérer dans leur activité. Si vous regardez en bas, il y a eu le retour des oiseaux qui viennent pondre au niveau de cette flèche sableuse. Donc, après la mise en place de ces différentes initiatives,
contrôler l'accès et la sortie au niveau de cette aire. Également, le projet a construit un poste de garde qui va permettre aux agents des aires marines protégées de pouvoir être sur place 24 heures sur 24 pour pouvoir contrôler les entrées et les sorties. Également, le projet les a équipés en drone pour pouvoir faire le suivi écologique de l'évolution des différentes interventions qui ont été faites au niveau de cette aire. Donc, pour cette initiative, comme Liliane l'a dit tout à l'heure, on a eu la chance d'avoir l'UICN qui est basé au Sénégal, qui nous a accompagnés dans l'application. Donc, en plus de cela, après la réussite de ces activités, le projet WACA, comme l'a dit Liliane, prévoit de mettre des feuilles de palmier qui vont jouer le rôle de piégeage quand le sable transite parallèlement à la côte. Donc, ces infrastructures vont bloquer ce sable et reconstituer la plage. Donc, pour cette initiative, on a la chance, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir l'UICN. L'UICN qui est en train de nous accompagner déjà dans la formulation pour s'assurer que nous sommes dans les solutions fondées sur la nature. Puisque les expériences précédentes, on a fait des investissements. Ensuite, on est venu voir est-ce que ces solutions répondent aux critères qui permettent de les classer comme solutions fondées sur la nature. Voilà, Monsieur le Président, pour ne pas prendre trop de temps. Merci beaucoup. Vraiment, il a été excellent. Mais c'est beaucoup de choses qui ont été dites en si peu de temps. Hein. Je pense que c'est extrêmement important. Je retiens 86,4 hectares reboisés. Moi, quand j'étais profane encore sur ces aspects-là, on me disait quand il y a érosion, soit on recule, soit on a des solutions de construction, soit on a des solutions douces. Je crois comprendre les solutions douces, c'est ce qu'on est en train de proposer comme ça. Mais ce qui est intéressant dans son exposé, c'est qu'il y a une restauration quand même de l'écosystème. Et qu'une solution, c'est une solution qui est toujours orientée vers la cible. Quand les femmes parviennent à faire du maraîchage, quand même ça, c'est énorme. Quand les femmes aussi parviennent à lutter contre la salinisation et qu'on récupère des espaces et qu'on permet de fixer le littoral, mais ça, c'est quand même des avancées extrêmement importantes. Peut-être on aura l'occasion de revenir sur ça et peut-être partager les présentations avec les différents collègues ici présents. On est toujours dans le temps, mais à la suite de Malou, je voudrais aussi introduire une autre grande experte de chez nous, Mme Adja Adama Diaw. Les dames sont réputées être efficaces. On ne va pas être déçus par son intervention. Mme Diaw, vous avez la parole. Merci beaucoup, modérateur. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais faire de mon mieux pour me limiter aux 5 minutes qui sont réparties à chaque panéliste. La présentation que je vais vous faire porte sur les solutions fondées sur la nature développées par l'ADEC à travers le projet Changement climatique et gestion intégrée des zones côtières. Donc, la présentation va se dérouler comme suit. Une petite introduction, ensuite un petit mot sur l'érosion côtière au niveau des côtes sénégalaises, les initiatives de solutions fondées sur donc en introduction, c'est juste parler du contexte avec des écosystèmes très variés, mais également une occupation de l'espace économique très dense.
et dont le principal enjeu qu'on retient est comment faire pour maintenir un équilibre entre l'écologie et la socio-économie. Donc, maintenant, je vais parler de l'érosion côtière sur les côtes sénégalaises. L'image à droite, c'est à Saint-Louis, dans le quartier de Guet-Ndar. Ce qui montre que l'érosion est réellement un fléau, vraiment, qui nécessite des actions concrètes. Ses conséquences sont multiples sur les activités économiques comme la pêche, le tourisme. Et d'autres phénomènes sociaux. Oui. Le slide qui suit parle de la définition de solutions fondées sur la nature. Je ne vais pas y revenir. Ma collègue Liliane en a déjà parlé. Maintenant, je vais parler des initiatives qui ont été développées aussi bien par la DEC, mais également à travers le projet Changement climatique et gestion intégrée des zones côtières. Il y a comme initiative première, il y a le rechargement de la plage de Pilote Bar. C'est dommage que ça ne passe pas. C'est une initiative qui a été mise en œuvre. Voilà, c'est une initiative qui a été mise en œuvre en 2015 où il où le rechargement a été effectué. Jusqu'en 2017, il y a eu une évolution positive.
également, vient uniquement des courants marins, mieux vaut faire un épi perpendiculaire. Au niveau du village de Ouron, de l'île de Ouron, les deux types d'épis ont été combinés parce que là, il y a une forte érosion. Et l'approche participative et inclusive qui a été adoptée par le consortium. Et cela a permis d'enregistrer des Luquin, ça je le dis à haute voix parce qu'on a 700 km de côte, agrégé partout. Ce n'était pas du tout évident. Moi, je suis très satisfait par le temps que vous avez pris, madame. Est-ce qu'on peut résumer son exposé même? Parce que véritablement, je retiens que sur vraiment des approches de technologie locale très soft, nous avons réussi par endroit à avoir des niveaux d'accrétion de 792 mètres. Ça, c'est énorme. C'est énorme en termes de bonnes pratiques. Et ce qui est intéressant pour la mise à échelle, elle l'a dit, c'est des coûts moins onéreux, mais c'est aussi des technologies qui sont accessibles à travers une approche participative. Elle a aussi parlé d'activités de reboisement, 29,30 hectares reboisés pour une dizaine d'îles. C'est énorme. Je pense qu'il y a des bonnes pratiques qui sont aujourd'hui édictées. Et je résume en dernier mot l'initiative du rechargement qui a été aussi important quand on parvient à sauvegarder 1,7 mètres de côte sur moins de 5 ans. 1,7 km sur moins de 5 ans, ça veut dire que les solutions sont là et que la mise à échelle devrait être à notre portée. Eh bien, nous avons réussi à faire notre première partie. La seconde partie, c'est un gros morceau avec ADM. On va peut-être être plus relax si le temps le permet de passer un film avant d'écouter notre collègue ADM Suleiman pour 5 minutes. Mais avant cela, il y a des initiatives locales qui ont été développées, notamment dans la ville de Pikine. Je voudrais appeler notre ami Ndiaga à prendre 2 minutes de son temps pour revenir sur Pikine. Qu'est-ce qui a été fait sur cela et les initiatives. Et puis, on va revenir sur l'ADM. Ndiaga. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Ndiaga Fall, je suis de la ville de Pikine et je m'occupe du programme de la Convention des maires sur le climat et sur l'énergie, là, comme ça. C'est vrai que cette action ou cette étude intervient dans le cadre
donc de la mise en œuvre de ce grand programme au niveau de l'Afrique subsaharienne. Et l'une des actions qui ont été identifiées lors du diagnostic portant sur le plan d'action, c'est effectivement de prendre des mesures de protection du littoral nord et du littoral sud, comme vous l'avez pu le présenter aujourd'hui. Sur le littoral nord, où le cordon dunaire est assez important, il était possible quand même de procéder à ce qu'on appelle des solutions douces, même si le temps ne nous permet pas d'y revenir très rapidement. Ce qui est curieux, c'est que nous déjà, en tant qu'acteurs locaux, nous sommes en train de travailler, ou j'allais dire, pour ce qui concerne le territoire pour lequel nous sommes compétents, pratiquement c'est sur 6 communes, hein, comme vous le voyez ici. Pour ceux qui connaissent, maintenant, voilà, pour aller rapidement ce qu'il y a sur le terrain, je pense que c'était un vaste terrain qui était caractérisé par ce qu'on appelle donc le cordon des filao. Et malheureusement, je pense que ça a été fait l'objet d'attaques du fait, effectivement, des grands programmes d'équipement de l'État. Et nous, ce que nous sommes en train de faire, c'est en quelque sorte revenir sur ce qu'il y avait dans cet espace-là. Peut-être même on pourrait ne pas dire solution fondée sur la nature, mais nous, on reprend ce qui a été fait comme solution fondée sur la nature. Je suis ravi d'être avec le colonel, l'actuel directeur des eaux et forêts, avec qui nous avons travaillé, en tout cas à l'échelle locale, pour la mise en œuvre de ce projet-là. Voilà, pour revenir un peu historiquement sur l'occupation du sol, je pense qu'au début, sur la première carte à gauche, c'était le début effectivement du reboisement, c'était même un peu avant l'indépendance du Sénégal. Et justement, voilà ce que nous avons actuellement, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faudra aller vers, disons, remettre ce qui a été fait à ce niveau-là. C'est vrai que l'objectif pour les directions des eaux et forêts à l'époque, c'était beaucoup plus de protéger les cuvettes maraîchères pour permettre aux activités maraîchères de se dérouler. Mais aujourd'hui, non seulement on peut augmenter à cet objectif également aussi, disons, une touche, disons, d'adaptation due en fait au caractère assez vulnérable dans cette zone-là. Voilà ce que nous avons envie de faire. Contrairement également à ce qui a été fait avant l'époque coloniale, nous, on va travailler sur des îlots. Parce que qui connaît Guédiawaye, vouloir travailler sur la ligne, sur 9 km, ça va être un peu difficile. Ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler sur des îlots de 100 mètres, hein, successifs, jusqu'à ce que l'on puisse couvrir tout cet espace-là. Hein, voilà les îlots. Et ce qui est prévu en termes de stockage de carbone, en tout cas, à l'issue de ce projet, c'est assez important. C'est à peu près... si on fait le calcul, c'est à peu près 20 000 tonnes de CO2 stockées par an. Je pense que ça mérite quand même d'être fait. Et dans le cadre de gestion du littoral, je pense qu'il ne faut pas seulement mettre en place ces projets partir, mais il est bien de gérer aussi les enjeux de préservation. Et c'est ce qu'on présente en mettant en place un comité qui va intégrer l'ensemble des acteurs qui interviennent dans ce cadre-là. Voilà. Je ne pourrais pas... voilà, donc je vous remercie de votre attention. Peut-être j'aurai l'occasion de revenir sur ces questions-là. Merci. C'était utile de l'introduire parce que la ville de Pékin, quand même, a depuis quelques années pris à bras le corps un certain nombre de problématiques qui nous intéressent. Et je pense que l'occupation des sols, il y a une nouvelle approche parce que tout simplement la vocation a beaucoup évolué. Je pense que ce serait bon qu'on le note. Il y a une approche aussi où vous allez procéder par îlot, certainement avec nos amis des eaux de forêt et les autres services compétents. Mais on a aussi noté l'appel du pied. Il y a quand même beaucoup de problématiques de financement qui se posent et d'accompagnement. Je pense que vous l'avez dit à bon endroit. Bon, nous allons venir maintenant avec le gros morceau de l'ADM. Madame la directrice, si vous voulez que je vous introduise pour le film, avant qu'on ne passe pour 5 minutes avec votre exposé. Comme vous venez là, l'autre micro ne marche pas.
Donc 15h30, on a du temps encore. Mais On a du on a temps. encore du temps. On a Vous du nous temps. laissez le temps de faire. Non, on a passer du temps les pour films. l'ADM, madame. Ne vous en faites même pas. Oui. Allez-y. J'ai travaillé pour vous. non? Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Nous allons partager avec vous l'expérience du CERP. Le CERP est le projet de relèvement d'urgence et de résilience à Saint-Louis. Il faut rappeler que l'ADM est une agence de développement territorial qui, ces dernières années, s'est beaucoup appesantie sur les questions d'adaptation au changement climatique à travers, d'une part, le projet 1, qui est le projet d'inondation. On a eu à trouver des solutions exceptionnelles. Nous avons réalisé le premier réseau gravitaire de drainage des eaux pluviales dans la banlieue et nous continuons toujours à travers le projet 2. Mais pour ce faire, aujourd'hui, nous vous présentons le CERP. Donc, je vais laisser le soin à M. Souleymane Fall, qui est ingénieur en génie côtier, de nous faire la présentation. Mais avant tout, nous présenterons un film pour bien vous brosser, en tout cas, la problématique au niveau de Saint-Louis. Et vous verrez que c'est des problématiques qui sont très complexes et qui nécessitent des outils et des expertises avérées. Donc, sans plus tarder, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, on peut commencer le film et mon collègue continuera avec une présentation plus spécifique pour vous expliquer la problématique à Saint-Louis. Merci de votre attention. C'est bon. Merci. On ne peut pas diminuer la lumière ou bien 158 000 habitants, situé à l'embouchure du fleuve Sénégal, à côté de la Langue de Barbarie, une bande sablonneuse de terre côtière sur les rives ouest africaines. C'est une ville fondée en 1659, qui fut aussi la première capitale de l'Afrique occidentale française, première capitale du Sénégal. C'est une ville qui a une caractéristique géographique bien particulière. Le sort qui est donc du côté continent, l'île de Saint-Louis, patrimoine mondial de l'UNESCO, et la Langue de Barbarie qui constitue un rempart, une protection.
secondes, la présentation va passer. Oui, je m'en vais vous parler du projet de SERP de Saint-Louis, surtout sur l'aspect protection contre la submersion marine et protection contre les régions côtières. Donc, c'est un projet où les solutions proposées sont des solutions basées sur la nature. Et vous verrez tout à l'heure qu'à la fois sur le projet, sur le SERP, sur les deux aspects du projet que nous allons présenter, les solutions sont totalement basées sur la nature. Donc, vous voyez Saint-Louis, je ne vais pas y revenir. Saint-Louis, qui est notre Venise à nous, en fait, qui est bordée par la mer et le fleuve. Et vous voyez, tout à l'heure, vous avez vu dans la vidéo les assauts de la mer, donc les vagues qui tapent directement dans les maisons. Et donc, c'est un peu la situation qu'on a à Saint-Louis, avec l'érosion côtière qui avance de l'ordre de 5 à 6 mètres par an, donc qui expose les maisons. Donc, d'où le projet de relogement à Diogo. Ici, on est chez nous, hein? On se met à l'aise et puis voilà. Ça marche pas. Et il faut nous aider quand ça là. Next slide. Next slide. Si je fais comme ça. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez Saint-Louis. Oui. Et donc, vous voyez Saint-Louis qui est constitué de la langue de Barbarie, de l'île de Saint-Louis et de Sort, qui est juste à droite. Et vous voyez donc, comme le disait le maire tout à l'heure dans la vidéo, la langue de Barbarie, c'est cette bande fine que vous voyez à gauche qui constitue de remparts à la ville. Donc qui constitue de digues de protection en quelque sorte, naturelle de Tombolo à la ville. Et vous voyez ici, c'est pour montrer la sensibilité de Saint-Louis par rapport aux inondations. Vous voyez Saint-Louis entouré par l'eau, qui est une ville amphibie où les gens vivent pratiquement dans l'eau. Et donc, avec des côtes, par exemple, du fleuve Sénégal, si le niveau d'eau atteint les 1,50 m, on voit un débordement sur Saint-Louis, donc un débordement du fleuve. Donc, vous voyez la partie habitée, la partie à droite, qui est soumise aux vagues, qui est soumise plutôt aux submersions par débordement du fleuve Sénégal, et la langue de Barbarie, qui est soumise aux vagues. Et donc, ce qui fait que, aujourd'hui, il y avait un risque imminent de débordement du fleuve Sénégal, d'inondation par débordement, et une décision a été prise. Une décision qu'on peut juger, mais en tout cas, une décision a été prise par l'autorité, et cette décision-là a conduit à l'ouverture d'une brèche à quelques kilomètres de Saint-Louis pour pouvoir évacuer ce surplus d'eau. Donc cette décision-là, c'est la brèche de Saint-Louis, et nous allons voir tout à l'heure comment la brèche impacte Saint-Louis, comme mes collègues. Mitigé pour proposer des solutions basées sur des modélisations hydrodynamiques. Là, par exemple, ce que vous voyez ici, je n'avais pas fini. Donc, ce que vous voyez ici sur la présentation, non, passe. Encore avant. Ce que vous voyez ici, c'est la langue de Barbarie qui est elle-même façonnée par les vagues. En fait, à Saint-Louis, les vagues sont très obliques. L'obliquité des houles est très prononcée, et ce qui fait que, en fait,
quand les vagues déferlent, il y a un courant très important. Et c'est ça qui amène 1 million de mètres cubes à peu près de sable qui façonne la langue de Barbarie. Donc la langue est façonnée par les vagues. Et donc ce qui fait que quand la brèche a été ouverte, actuellement, elle migre naturellement vers le sud. En fait, c'est dû à ces 1 million de mètres cubes-là, ce qu'on appelle de longshore drift. En fait, c'est les vagues qui poussent les sédiments, le sable, et qui recréent naturellement la langue de Barbarie. Donc aujourd'hui, la brèche s'est élargie en fait, quand elle a été ouverte, et elle migre naturellement vers le sud. Je pense que c'est important de capter ça, parce que ça va nous permettre de comprendre plus tard la typologie des solutions qui ont été adoptées. Donc vous voyez un fait auquel on pouvait s'attendre, mais qui a été noté, c'est juste après l'ouverture de la brèche, l'embouchure naturelle du fleuve Sénégal qui était dans le sud à Potou s'est vite refermée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu moins de courant. En fait, c'est le courant du fleuve Sénégal qui entretient l'embouchure naturellement du fleuve. Donc quand on a ouvert la brèche, toute l'énergie du fleuve passe par la brèche, et donc il n'y a plus d'énergie au niveau de l'embouchure. Donc naturellement, ça s'est refermé. Donc, juste après l'ouverture de la brèche, on a noté en fait des aléas et des enjeux au niveau du territoire, notamment l'impact, je pense, le plus important. Oui, l'impact le plus important de la brèche, je pense que c'est l'impact qui est à noter, c'est les morts au niveau, c'est les pertes en vie humaine de pêcheurs au niveau de la langue de Barbarie. Donc, il y a souvent des accidents. Pratiquement chaque 2 mois, 3 mois, il y a des accidents au niveau de la brèche. Donc, outre impact sur le tourisme et la salinisation des eaux du fleuve Sénégal, donc, qui a impacté au niveau de l'activité agricole, surtout l'activité maraîchère au niveau du Gandiolé. Donc, où l'activité, pratiquement, le Gandiol était connu pour tout ce qui est maraîchage. Aujourd'hui, ça a fortement décliné. Donc, en réponse, l'ADEME a proposé 2 solutions. Donc la première solution, a été basée, en tout cas a été greffée à un projet qui existait avant, qui s'appelle le PROJEP. Et cette solution-là, cette solution-là constitue d'abord à essayer de comprendre le phénomène. Comment fonctionne la langue de Barbarie, comment fonctionne l'embouchure. Avec des modèles mathématiques, on essaie de comprendre l'évolution de la brèche, à quelle vitesse elle migre, à quelle vitesse l'embouchure va basé sur la nature qui marche très bien pour mitiger ce problème-là. Et en plus, pour renforcer maintenant, parce qu'il y a inondation, parce que quand on parle d'inondation, c'est débordement du fleuve Sénégal. Mais tout à l'heure, on vient de dire que Saint-Louis est une ville amphibie, c'est-à-dire c'est une ville où on vit pratiquement dans l'eau. Quand il pleut, une bonne partie des populations vivent dans l'eau, que ce soit au niveau de Darou, au niveau de Pikine, les gens sont pratiquement dans l'eau et s'adaptent en fait, et vivent avec ça. Donc, et le sol est très imperméable. Donc, ce qui fait que quand il pleut, l'eau a du mal à partir. Et donc, ce qui fait que les gens sont obligés de tenir ça. Et pour répondre à cette problématique-là, l'ADEME a mis en place un PDU, un plan directeur d'urbanisme, et un PDD, un plan directeur d'urbanisme qui va permettre de reloger, de localiser les gens dans des zones habitables, disons, et aussi de faire un plan directeur d'urbanisme un plan directeur de drainage pour permettre de drainer, de renforcer les stations de pompage qui existent au niveau de Saint-Louis pour soulager les souffrances des populations par rapport à cette eau-là qui stagne pendant une longue période. Et donc il y a un deuxième projet très structurant aussi. Et, oui, ce deuxième projet-là, c'est le relèvement et la résilience de Saint-Louis, où on propose une solution de protection durable, donc des zones habitées par rapport à la région côtière et plus par rapport au changement climatique. Donc les deux, en ce qui concerne le projet, c'est la brèche. Donc la brèche, il a été retenu
Mais d'ici 2070, il faut faire quelque chose. Donc les solutions, l'ensemble des solutions dont on vient de parler tout à l'heure ont été proposées sous forme de storyline, en fait. En fait, il y aurait des interventions d'une manière progressive en fonction de l'évolution de la brèche. Donc, parmi ces solutions-là, il y a une solution phare, donc par exemple, de déplacement de l'île aux oiseaux, qui est au niveau de Saint-Louis, qui va venir normalement en 2025. Et il y a d'autres solutions de rehausse des digues, des ouvrages existants à Saint-Louis, etc. Donc, par exemple, à l'horizon 2050, imaginez, donc ces villages seront forcément soumis aux assauts de la mer. Et donc, d'où l'urgence de recharger progressivement, en fonction de l'évolution de la brèche, de recharger l'ensemble des plages de ces villages-là, comme ma collègue vient d'en parler tout à l'heure. Donc aussi aider les pêcheurs, parce qu'il y a souvent des accidents au niveau de la brèche. Donc on aide les pêcheurs par le balisage virtuel pour les aider à aller à la mer en toute sécurité. Donc à l'horizon 2100, il est attendu d'après le GIEC que le niveau de la mer par rapport aux inondations par débordement du fleuve Sénégal. Oui, les mesures sans regret, quand on va rehausser l'ensemble de ces murets de protection anti-submersion et l'ensemble de ces digues-là, on verra que Saint-Louis va être protégé par rapport à la submersion du fleuve, par le fleuve. Maintenant, par la mer, on en parlera tout à l'heure. Mais il reste que quand la brèche va migrer vers le sud, plus la brèche, plus l'embouchure migre vers le sud, plus Saint-Louis sera exposé aux inondations. Donc, parmi ces solutions-là, les modèles ont permis de montrer que quand la langue va migrer vers Potou, il faut créer artificiellement d'autres brèches après Dégounaï, vers Dégounaï, c'est-à-dire au milieu, pour pouvoir soulager Saint-Louis. Ça veut dire que l'ouverture de la brèche était plutôt une bonne idée, mais ça a été trop proche de la ville de Saint-Louis. Donc, oui, donc pour l'élévation du niveau de la mer, donc le GIEC des scénarios. Donc, on prend en compte aussi l'enjeu environnemental, je pense que mes collègues viennent d'en parler, et donc qui a été pris en compte. Et qui va être retenu, c'est le scénario de rechargement massif de sable. On va mettre au niveau c'est-à-dire on va essayer de restaurer une bande de 80 mètres pour retrouver, pour avoir, qui va servir de tampon pour pouvoir permettre à la plage de se reconstituer naturellement, comme ma collègue vient de montrer au niveau de l'image dans le Gandiolé. Je passe. Donc, dans les modèles
Donc l'accrochon en amont, l'érosion en aval, notamment au niveau du Gandiolé, ce qui fait qu'en 2042, il y a un risque de création d'une autre brèche au niveau de la partie sud de Saint-Louis. Donc, je pense que la vidéo vient de mettre l'accent sur le repli stratégique, qui est aussi une solution naturelle, parce qu'au lieu de construire des digues qui coûtent cher, etc., on déplace 10 000 habitants et ça permet de régler partiellement le problème. Donc, vous voyez ces belles maisons qui vont être construites par l'ADM à Saint-Louis pour les... C'est très important, c'est-à-dire l'exaucement des zones faibles de la langue de Barbarie vont être renforcées pour éviter la création de brèches. Parce qu'avec le réchauffement climatique, les tempêtes vont devenir plus récurrentes et plus fortes. Donc si on laisse des bandes très étroites qui ne sont pas assez fortes au niveau de la langue de Barbarie, il y a des risques. En une tempête, en une nuit, on peut avoir des brèches au niveau de la langue de Barbarie. Donc la solution, comme j'en ai parlé tout à l'heure, je peux finir. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une solution de ressalement massif, donc pas des dragues. Donc actuellement, on a identifié 3 sources de sédiments, 3 sources de zones d'emprunt. C'est un peu plus long, mais c'est du sable qui est disponible, au moins. On est en train de chercher, on n'est pas encore sûr, on est en train de chercher du sable à Kayar pour voir si on peut, avec des dames, des dragues aspiratrices en marche, qui feraient par exemple 40 000 kilos de capacité, aller chercher le sable au niveau de Kayar. Bon, ou bien au niveau de l'estuaire, c'est-à-dire au niveau de l'embouchure du fleuve. Et on a fait des mix, plusieurs combinaisons de ces zones de provenance pour un peu... On a intégré la digue PPCS, la digue d'Eiffage, pour voir le niveau de submersion à 2100 et on voit que Saint-Louis peut être submergé avec ces ouvrages-là à l'horizon 2100. Maintenant, quand on rajoute le rechargement de plage, quand on rajoute un rehaussement possible, ces ouvrages-là, on peut comparer pour voir que le rehaussement de la digue PPCS va permettre de protéger Saint-Louis. Donc, ce projet de rechargement est complété par le PDD, j'en ai parlé tout à l'heure, des stations de pompage et aussi le PDU. Donc, je vous remercie. Souleymane, merci de nous avoir amenés en amphithéâtre. Je pense qu'on a... Non mais, c'est du knowledge du management. Tout le monde est accroché. C'est de la modélisation, une meilleure compréhension du phénomène. Je pense que les aspects sédiments, hydrosédimentaires aussi, il y a beaucoup de la haute connaissance qui a été délivrée. Nous vous félicitons pour ça, Madame la Directrice, on est très satisfait de la présentation. Je ne me permettrai pas de faire une autre conclusion sur cela. Je pense que ça a été très clair, très didactique. Il nous reste peut-être, on a des contraintes, 10 minutes maximum. Je peux prendre deux prises de parole. Derrière, je vois, mais avant cela, je voudrais donner la parole à Colonel Diallo, le coordinateur de Waka, pour 2 mots. Le micro la marche, s'il vous plaît. Merci, M. Diouf. Donc, nous vous remercions de nous avoir conviés donc, à cette rencontre pour partager quelques expériences du projet Waka Sénégal. Je me permettrai au moins, pour ceux qui ne connaissent pas bien ce projet, de dire que c'est la composante nationale du projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. C'est une initiative qui est financée avec l'appui de la Banque mondiale et du Fonds nordique de développement
pour améliorer la gestion des risques naturels et anthropiques qui sont en train d'affecter les communautés et les zones côtières. Et on reste sur ce qu'on appelle donc le risque commun à l'ensemble donc de ces pays donc du littoral ouest africain. Donc il y a le Sénégal, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, Togo, Bénin et Sao Tomé. Et c'est les questions d'inondation, comme Luc l'a rappelé tout à l'heure, de submersion, mais également d'érosion côtière et de pollution. Le Sénégal s'est engagé à travers ce projet pour aller donc sur la lutte véritablement contre l'érosion côtière. Et retenons que sur la structuration de ce projet, il y a l'UEMOA qui se charge de mettre en œuvre le volet relatif à l'intégration régionale. Et dans chacun des pays, on est sur le renforcement des politiques et des institutions d'une part, et d'autre part sur ce qu'on appelle le renforcement des investissements physiques et sociaux. Pour le renforcement des institutions, donc le Sénégal s'est engagé sur 2 actions majeures qui sont en cours. D'abord, l'actualisation de la stratégie nationale de gestion intégrée des zones côtières, mais aussi la mise en place de l'Observatoire national du littoral avec le renforcement du système d'alerte précoce qui est présentement géré par l'ANACIM. Mais sur un autre chapitre, et c'est extrêmement important, sur le renforcement des investissements, 60% du financement du projet, qui est globalement de 36 millions de dollars, seront investis donc, au niveau de l'île de Gorée. L'île de Gorée où nous allons protéger toute la partie basse qui va faire environ 1,3 km par une digue en enrochement d'un large de 10 mètres, mais également qui permettra de protéger en tout cas toute la partie basse, mais aussi toute l'île, et mais aussi plus d'autres investissements sur les aménagements paysagers, entre autres. Donc ça va nous prendre un peu plus de 11 milliards de francs CFA. Et retenons qu'en dehors de ces 3 grands dossiers, donc l'île de Gorée, et les questions donc de gouvernance sur la région de Saint-Louis, Luc l'a rappelé, nous sommes sur la préservation des écosystèmes au niveau du delta, notamment dans l'aire qu'on appelle la réserve de biosphère transfrontalière delta du fleuve Sénégal. Mais aussi, c'est ce que je voulais apporter comme complément, mais au-delà de ces actions de protection avec des solutions fondées sur la nature, nous sommes aussi en partenariat avec le projet de relèvement d'urgence de Saint-Louis, le CERP, sur une partie qui nous concerne notamment l'appui à l'amélioration des conditions d'existence des communautés qui sont relogées temporairement à Djougop. Et là, nous avons au moins une enveloppe qui n'est pas non négligeable, c'est un peu plus de 500 000 dollars que nous mettons donc, sur l'appui au financement de projets productifs. Actuellement, je crois que nous avons pu, à travers ce partenariat, comme vous l'avez vu à Djougop, toucher près de 300 ménages. Donc, par digression, nous serons en Casamance également, partant des réussites que nous avons ensemble. Merci. Merci de la collaboration. Et puis, je donne la parole à 3 personnes. Je commence par Mme Ndiaye, après Ndour, éventuellement si Diomaye a... Si c'est passionnant, on peut aussi continuer. Mais on commence par cette première liste. Faites passer le micro. Mme Ndiaye. Alors, bonjour à tout le monde. Donc, moi, c'est Mme Ndiaye Aïssatou Ndoye. Je suis coordonnateur technique au niveau du programme Promoville. Donc, je vais commencer par féliciter les panélistes pour dire que j'ai suivi vraiment avec intérêt les différentes présentations. Mais j'ai quand même, bon, peut-être, je ne sais pas, c'est un souci ou... Parce que quand je vois les cas qui sont présentés, donc je me suis dit que c'est bon, les solutions basées sur la nature, parce que ça nous permet d'utiliser des matériaux qui sont naturels, qui ne polluent pas, mais je reste convaincue qu'il faut aussi combiner les deux, c'est-à-dire solutions basées sur la nature, mais aussi des solutions rigides, si je peux m'exprimer comme ça, pour au moins des questions de durabilité. Donc, bon, je ne sais pas qu'est-ce que les présenteurs vont penser de cela, mais je suis convaincue quand même qu'il faut combiner les deux solutions. Ça, c'est une question, c'est-à-dire pour pouvoir solliciter les financements basés sur la nature. Donc, normalement, il doit y avoir des critères et j'aimerais quand même qu'on puisse nous édifier sur ces critères-là. Alors, merci beaucoup. Voilà, je dirais merci à Mme Diaïda.
OK. Bon, merci à Mme Diaye d'avoir remercié les panélistes pour nous tous. Moi, je vais revenir juste sur les actions qui ont été présentées ici. Je pense que c'est de bonnes actions, mais il est important quand même qu'on aille vers une synergie des actions, une coordination de ce qui se fait. Et il y a la division gestion du littoral qui est spécialisée dans la gestion du littoral, dans tout le littoral sénégalais. Je pense que toutes ces actions quand même devraient quand même être centralisées au niveau de cette division pour qu'on puisse avoir beaucoup plus d'efficacité. Le deuxième aspect que je veux souligner également, il y a également une pratique qu'on n'a pas soulignée, c'est le pompage du sable marin. Parce que c'est des réserves sédimentaires qui sont au fond marin. Et si on les pompe pour recharger les plages, il y a un dysfonctionnement interne qu'il faut quand même revoir, que ça crée. Cet aspect également, je pense qu'il faut le prendre en compte. Le dernier élément maintenant, c'est sur Saint-Louis. Je pense que les actions que nous sommes en train de faire pour protéger les côtes nécessitent des études très poussées et très diversifiées. C'est ça qui a créé les problèmes avec la brèche. Et si nous pensons ouvrir une nouvelle brèche pour corriger les problèmes qui ont été causés par la première, nous risquons d'en rajouter. Ça également, je pense que ça pose un problème qu'il faut revoir. Merci. Merci, monsieur le modérateur. Puisque je suis trop nostalgique, je viens vous déranger un peu. Je viens vous déranger parce que tout simplement, depuis 2016, je n'ai pas rencontré officiellement la délégation du Sénégal à la COP. Depuis Marrakech, je ne suis pas à la COP. Alors, je vais intervenir rapidement. C'est Dr Diomaye Dieng, je suis le directeur de la propreté et de l'hygiène publique. Je suis par ailleurs enseignant-chercheur à l'Institut des sciences de l'environnement. Je remercie notre partenaire UCN qui travaille beaucoup avec nous. Par rapport au thème que nous abordons aujourd'hui, c'est-à-dire les solutions fondées sur la nature, je voudrais mettre le curseur sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est la recherche, parce qu'il ne suffit pas de venir dérouler des actions, de démarrer sans pour autant faire des recherches qui devraient permettre de voir la durabilité de ces actions, mais également les actions-là, est-ce que réellement c'est les meilleures actions qu'il faudra mettre en place. Donc nous, en tant qu'institution qui excelle dans la recherche, l'Institut des sciences de l'environnement, nous sommes vraiment à votre disposition pour vous accompagner. L'autre aspect, c'est la communication. Vous l'avez dit, il y a beaucoup d'actions qui sont en train d'être mises en œuvre avec différents acteurs, mais il serait bien qu'on communique pour pouvoir faciliter la synergie entre vraiment ces différents acteurs. S'il n'y a pas de synergie, il n'y aura pas de réussite à grande échelle. Et il serait bien que cette synergie soit effectivement une réalité sur le terrain. Le troisième aspect, c'est le portage politique. Aussi, on peut avoir de bonnes initiatives, mais s'il n'y a pas de portage politique, on pourrait certainement buter sur des obstacles. Et je voulais juste vous rappeler que la loi numéro 2016-10 du 5 avril 2016 est bien claire, portant révision de la Constitution en son article 25 alinéa 1. Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Donc si réellement nous devons aider le peuple à bénéficier des ressources naturelles et de nos actions, nous devons naturellement mettre en œuvre des actions qui devraient certainement être un substrat pour l'appropriation, mais également un appui pour ces populations. Je voulais vraiment vous remercier et vous signaler toute ma disponibilité et aussi celle de mes collègues de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci. Merci, monsieur le directeur. Vous êtes toujours parmi nous. Nous voudrons nous honorer de la présence du maire de Pikine, monsieur le maire. On a passé en revue tous les efforts que vous faites à travers votre projet pour la lutte contre les effets du changement climatique. Nous voudrons vous féliciter et vous remercier pour votre présence. Avant de passer la parole pour clôturer aux panélistes, je voudrais juste passer la parole au directeur des eaux et forêts, M. Gueye. Oui, après Dr Niang. Oui, merci Babacar. Je remercie les panélistes et salue le travail qui est en train d'être fait pour améliorer la résilience des communautés, surtout celles qui vivent le long des côtes. Parce que c'est une zone très importante pour le pays, parce que c'est une zone de production importante pour l'horticulture, mais également pour d'autres productions. Et donc, je salue également ce qui est en train d'être fait par ces programmes et ces projets. Mais je pense qu'il faut capitaliser tout ça là
et pouvoir voir les structures habilitées pour pouvoir les comptabiliser dans le cadre de la contribution déterminée du Sénégal. Et ça c'est important parce que c'est de bonnes actions qui sont en train d'être menées. Et pour les solutions fondées sur la nature, ce n'est pas nouveau, c'est juste un concept qui est là, mais les services techniques de l'État qui travaillent dans ces domaines le font depuis longtemps. Et donc, c'est juste un concept nouveau, mais il y a de bonnes actions qui sont menées à l'intérieur du pays. Et j'en veux pour peu ce qui est en train d'être fait par le Conseil régional de la jeunesse à Diembéring pour lutter contre l'érosion côtière, qui regroupe chaque année plus de 150 jeunes qui font une semaine pour faire des actions de reboisement, d'éducation environnementale, mais également d'actions de préservation des ressources de manière générale. Ça, c'est important. Et au niveau des îles de la Casamance également. Donc ça, c'est bon de retenir. Saluer également le travail que le service des UEFA est en train de faire avec les départements de Pikine et de Keur Massar, comme l'a dit M. Ndiaga Fall. Et nous continuerons à travailler sur cela parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons avec les autres services de l'État, au nom de l'État et pour les populations. Ça, je pense que c'est important de le faire. Et deuxièmement, le projet qui a été présenté sur le CERP, qui est un projet extrêmement important. Sans doute les présentateurs ont oublié de dire que le directeur général est présent ici. C'est très important, mais c'est des solutions définitives que l'État a fait en rapport avec la Banque mondiale. La solution provisoire, c'est la digue de protection qui a été créée à travers le projet qu'on a appelé, il l'a dit, le PPCS, le projet de protection côtière. Ce projet-là est initié par le gouvernement du Sénégal, dont l'ADM est véritablement le maître d'œuvre de ce projet-là. Et l'EFAGE n'a été qu'une entreprise qui a exécuté les travaux sur financement, effectivement, de l'Alliance de développement du Sénégal et de l'État du Sénégal. C'est de l'Agence française de développement et de l'État du Sénégal à hauteur de 10 millions. Donc ça, nous travaillons, c'est l'État qui l'a fait parce qu'elle connaît les problèmes qui sont là et les solutions qu'il faut apporter à ces problèmes. Voilà ce que je voulais dire, je vous remercie. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Moi, je suis le docteur Niang Ousseynou. Je suis géographe environnementaliste, responsable des sauvegardes environnementales au niveau du projet SENREM. Le projet SENREM est un projet financé par la Banque mondiale pour le ministère des Finances et le ministère de l'économie maritime. Donc, je représente le projet ici. Alors, nous aussi, comme on est dans la résilience des communautés, c'est dans ce sens que je voulais intervenir. Et aussi, en tant qu'acteur qui a beaucoup intervenu dans cette zone de Saint-Louis,
avec le projet PEFNAC qui vient de finir. Je voudrais saluer vraiment les présentations et surtout la pertinence également des solutions qui sont menées. Et ma question à ce niveau, est-ce que avec tout ce qui est fait aujourd'hui au niveau de la brèche, est-ce qu'on a vraiment pris en compte les fortes prévisions dans le cadre des changements climatiques? Parce que le risque aujourd'hui est de voir tout ce qui est en train d'être fait englouti par les bouleversements qui continuent au niveau de cette zone-là. Alors cela vraiment m'amène à vous demander de tenir en compte vraiment les prévisions, les grandes prévisions, parce qu'on risque d'être dépassé justement par les effets de ce changement climatique dans cette zone et qui risque d'engloutir vraiment toutes ces bonnes initiatives qui sont entreprises. Voilà un peu une petite intervention que je voulais apporter par rapport à tout ce qui est dit. Merci. Merci beaucoup, M. Nia. Une intervention d'expert n'est jamais petite. Eh bien, nous avons reçu beaucoup de contributions. Je pense que les contributions étaient bien notées. Il n'y a pas besoin peut-être de faire le tour des panélistes, à moins que vous le demandez, mais il y a une question spécifique qui a été adressée. Je voudrais juste passer la parole à Souleymane Fall. Si vous en convenez, après on fait une synthèse avant de libérer les contraintes que nos amis ont. Les panélistes vont reprendre la parole sur les questions éventuelles que je n'ai pas bien notées. Ça vous va, mesdames? Si vous dites « OK, c'est bon », moi je ne m'adresse pas aux hommes. C'est bon? Je vous donne. Honneur aux dames. Je vous donne une minute. Non, mais après, monsieur. Non, honneur toujours aux dames, s'il vous plaît. Allez-y. Après, on va terminer les hommes. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Moi, je voulais revenir juste sur l'intervention de Madame Ndiaye par rapport à la technique de protection douce, c'est-à-dire les épibacouillas. En fait, ce n'est pas toujours évident d'effectuer une technique dure ou douce. Cela dépend de plusieurs facteurs. Et avant même le choix de la méthode, il y a des études supplémentaires qui doivent être effectuées. Il y a des études techniques, des études de faisabilité technique, des études d'impact environnemental qui doivent être effectuées pour statuer sur le choix le plus judicieux de la méthode à retenir au niveau de la zone concernée par le problème de l'érosion côtière. Et par rapport à ces facteurs, il y a la morphodynamique de la zone en question, comme exemple. Et parfois même, on peut combiner deux méthodes, douces et techniques.
Oui, merci et merci à tous pour les différentes contributions très intéressantes. Avant tout, et plusieurs contributions rejoignent cela et c'est pourquoi je vous invite fortement à prendre connaissance du standard sur les solutions fondées sur la nature. C'est un outil important qui va nous aider à mettre en place des solutions qui garantissent vraiment l'intégrité des écosystèmes et pas qu'on utilise vraiment le concept sur des interventions qui ne répondent pas vraiment. Donc, je nous convie vraiment à cela. Et l'autre point, pour rejoindre l'intervention de Madame, c'est les SFN ne sont pas une panacée. Elles ne vont pas pouvoir régler tous les problèmes et dans tous les contextes. Donc, clairement, il y a d'autres solutions qu'on va devoir associer par moment aux solutions fondées sur la nature pour régler les problèmes, mais en faisant en sorte que ça devienne plus le premier réflexe d'aller vers ce genre de solutions, de façon à ce que ce soit plus, qu'on ne soit plus dans l'urgence de régler les problèmes, mais qu'on ait finalement des écosystèmes qui puissent résister aux chocs liés au changement climatique qui s'imposent à nous. Voilà. Oui, je pense que c'est M. Ndour. Il a parlé le problème qui peut être causé par le pompage du sable marin en mer pour le rechargement des plages. Je pense que voilà, c'est un point qu'il faut signaler. Mais je pense que si les études sont bien menées, on peut pomper le sable qui échappe au système. Parce qu'il y a un système de dérive littorale, mais parfois, il y a ce sable qui échappe du système et qui est un peu au large. Si on arrive à récupérer ce sable pour le replacer dans le système, ça ne va pas causer de problème. L'autre aspect, c'est l'ouverture de la brèche. Je pense que voilà, donc je pense que connaissant la brèche connaît des périodes d'ouverture périodique. Quand ça fonctionne, quand ça atteint son niveau, son niveau d'équilibre, il y a une autre brèche qui s'ouvre. Donc en connaissant le fonctionnement de la brèche, on peut ouvrir la brèche et faire le suivi et l'entretien. Le problème qui s'est posé en 2003, on le connaît, l'urgence était là, mais il n'y a pas eu de suivi et l'entretien qu'il fallait. Mais je pense que depuis 2003, je pense qu'au Sénégal, on connaît plus ou moins comment fonctionne cette brèche. Il y a pas mal d'études qui ont été menées dans cette brèche pour comprendre comment ça marche. L'autre aspect, je pense que Liliane a répondu là-dessus, c'est par rapport au mix, par rapport à l'appel de la dame. Je pense que les solutions fondées sur la nature ne viennent pas pour remplacer d'autres solutions. Mais si on va aller vers les solutions fondées sur la nature, on peut utiliser des solutions classiques et dire le pourcentage des solutions fondées sur la nature. On est à 5% par rapport à la solution fondée sur la nature. On est à 10%, on est à 20%, ainsi de suite. Je pense que voilà, l'autre aspect... Ok, c'est bon, je pense que je vais demander... Par rapport à la projection, je pense que la présentation de l'ADM, ils sont venus sur les études techniques qu'ils ont fait. Ils ont fait des projections sur 50 ans, sur 100 ans. Par contre, nous, ce qu'on fait sur les solutions fondées sur la nature, c'est une solution adaptative. En fonction de l'évolution de la situation, on pourra s'adapter et amener d'autres solutions qui sont adaptées au moment voilà. Voilà ce que je voulais apporter comme... Voilà, merci. Suleiman, pour une minute, le grand professeur. Oui. Donc, par rapport à la prise en compte du changement climatique, en fait, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour les études qui ont été développées au niveau du projet du CERP, on a pris en compte le rehaussement du niveau de la mer à l'horizon 2100. Et en fait, le changement climatique a deux impacts fondamentaux en conception d'ouvrages maritimes. Le premier, c'est le rehaussement du niveau. Le deuxième, c'est en fait les directions des vagues qui sont déviées de quelques degrés. Et tout ça a été pris en compte dans nos études. Donc, le changement climatique a été entièrement pris en compte. Et souvent, même au niveau de la solution qui a été proposée pour le rehaussement de la digue PPCS, ça, c'est une solution courante, en fait, qu'on utilise un peu partout dans le monde. Actuellement, il y a des ouvrages où, sans même réfléchir, le maître d'ouvrage rehausse, par exemple, les murs anti-submersion
de quelques centimètres pour prendre en compte le changement climatique. Et ici, nous, on l'a intégré, c'est-à-dire on a pris en compte le rehaussement au niveau de l'eau même avant de refaire les modèles. Chose qui se fait très très rarement, parce qu'en général, ce qu'ils font, c'est en statique. En statique, on vient, on a un muret qui est à la côte, par exemple, 1 mètre, on rehausse de 60 cm. Sans prendre en compte qu'en mer, si on ajoute 60 cm d'eau, les vagues ne sont plus les mêmes, les déferlements ne sont plus les mêmes. Donc ici, on a été beaucoup plus en avant, même sur ce qui se fait actuellement. Merci. Merci Souleymane. Nous sommes arrivés au terme de notre discussion. Je voudrais donner à Madame la directrice technique peut-être un dernier mot pour peut-être terminer parce que Monsieur le maire, vous aurez l'honneur de nous revenir certainement pour un mot. Oui, juste pour compléter Souleymane, donc juste pour dire que c'est une configuration géographique unique qui nécessite des solutions particulières. Donc par rapport au combiné dont parle Madame Ndiaye, tout figure dans les rapports. Hein. Donc s'il est prévu initialement du rechargement de sable sur une largeur de 80 mètres, il est prévu à l'horizon 2050 de protéger également par un épi. Et tout ceci a été défini grâce aux modélisations qui ont été faites. Donc, si vous voulez plus d'informations, de toute façon, vous avez tous les rapports, vous partagez avec nous les comités techniques et les comités de pilotage. Juste pour dire aussi qu'on comprend très bien que c'est des phénomènes très complexes et on a fait également une étude institutionnelle pour intégrer aussi toute cette gestion d'entretien et de maintenance. Et ça, il ne faut pas l'oublier. La coordination, la synergie, on essaye quand même de partager avec l'ensemble des parties prenantes et tout ce qui sera fait, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que ce système-là doit être suivi régulièrement et avec des compétences, des personnes qui maîtrisent ces outils et qui puissent, demain, pouvoir anticiper avant que le phénomène n'arrive. Parce que c'est ça, ce qui est important à retenir, c'est aussi ce point-là. Merci. Monsieur le maire, pour une minute, avant qu'on nous clôture. Merci. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Bonjour surtout aux panélistes qui ont eu à faire les présentations. Même s'il est vrai que je suis venu un peu en retard, mais je pense que Ndiaga Fall était là. C'est lui le coordonnateur de notre projet PICEP qui actuellement évolue dans sa phase 2 avec la coopération espagnole. Je suis encore très content de retrouver mes amis de l'ADM, Madame la directrice technique, Pierre, Monsieur le directeur général. Un plaisir de les retrouver ici, qui nous ont beaucoup accompagnés. Et je pense qu'ils vont continuer aussi à le faire parce que j'ai vu sur l'affiche qu'il y a comme ça maintenant au niveau de l'ADM. Cela peut-être signifier que certainement nous aurons la possibilité, nous, collectivités territoriales, de voir encore l'Agence de développement municipal nous accompagner, surtout sur la phase actuelle qui est la phase qui est plutôt cruciale pour nous. Nous avons fait faire beaucoup d'études par des experts et nous avons terminé l'obtention de notre plan climat, Ville de Pikine, qui a été évalué financièrement aussi, mais il reste que les projets contenus dans le plan climat demandent à être financés. C'est certain que ce n'est pas avec le budget de la Ville de Pikine que nous pourrons le faire, donc il nous faut vraiment avoir la possibilité d'accéder à ces financements verts avec l'accompagnement de l'ensemble des techniciens et autres experts sénégalais qui peuvent vraiment nous orienter, c'est ce que nous attendons réellement, pour pouvoir enfin venir aussi et apporter des solutions sur les difficultés que nous vivons. Au niveau du littoral, je pense que Ndiaga l'a dit tout à l'heure, avec la bande des Filao, etc., jusqu'à Kerbassar, nous avons déjà terminé les études sur cet aspect-là, et il reste qu'il nous faut les moyens pour faire le financement vraiment de tous nos projets. Et nous espérons vraiment l'accompagnement des experts de l'ADM et de tous les autres experts qui sont sur place au niveau du Sénégal. Merci et voilà, bonne continuation à tout le monde. Merci, Monsieur le maire. Une dernière entorse, nous donnons la parole au professeur. Oui, merci. Désolé. Je n'allais pas prendre la parole, mais je me suis dit, par rapport aux recommandations qui sont faites, je pense que si on est arrivé à la brèche, c'est une seule chose, il n'y a pas eu de plan de prévention de risque d'inondation d'origine fluviatile. Parce que c'est l'eau qui a quitté le massif du Fouta-Djallon et qui voulait inonder Saint-Louis. Il faut lui trouver une sortie, le temps de transfert. Au lieu de faire 30 km pour rejoindre l'océan à travers l'embouchure, il fait 7 km au sud de Saint-Louis. On n'a pas eu l'intelligence de boucher aussitôt, c'était que 3 mètres. Il fallait refermer aussitôt et laisser le système fonctionner tel quel.
je pense que dans les solutions, il nous faut, quels que soient les résultats du modèle, revenir à réouvrir une brèche, quel que soit alpha. J'attire vraiment l'attention sur ça. La deuxième chose, c'est que le phénomène de submersion marine, vous avez réglé par rapport aux ouvrages, par rapport à l'ensablement, il faut régler, faire de la rétention dynamique entre Bakel et Matam, où on a une côte où on peut avoir 200 km de coulement gravitaire. Dès l'instant qu'il y a un niveau d'eau élevé, on bascule l'eau. Retenir l'eau en amont avant même que ça n'arrive. Merci, professeur. Merci pour le plaidoyer. Je pense que nous parlons de gestion de connaissances. L'une des recommandations de ce panel-là, nous arrivons au terme de notre panel. L'une des recommandations, c'est que la gestion de la connaissance doit être quelque chose de continuel dans la prise en charge de ces approches-là. Première chose, premier élément de conclusion. Le deuxième élément de conclusion, Madame Seydi l'a rappelé, c'est que le cadre légal pour les solutions fondées sur la nature existe, développé, il y a des réunions intercontinentales, il faut aller vers son appropriation. Je pense que c'est ce que l'UCN a fait comme appel. Nous avons aussi vu que ces solutions-là nous donnent des satisfactions. Nous parvenons à restaurer plus de 100 hectares. Nous parvenons à faire des solutions naturelles, mais ces solutions-là exigent de la participation. L'autre élément, c'est que le knowledge management dont il est question exige une synergie des acteurs. Ça exige de la collaboration, ça exige de la communication. C'est l'appel du monsieur le directeur des eaux et forêts et de tous ceux qui l'ont précédé. Je pense que nous devons nous réjouir quand même des résultats qu'on a obtenus il y a 15 ans de cela, il y a 10 ans ou plus de cela. Quand on travaille sur Sali, sur le littoral, nous n'avions pas une étude actuelle. Nous avons une étude qui a été faite par les Pays-Bas et qui n'était pas actuelle, sur laquelle on s'est basé pour faire des ouvrages de protection, pour faire des solutions d'urgence qui ne sont pas durables. Je pense que ça, c'est extrêmement important d'attirer l'attention sur la nécessité d'avoir de la gestion de connaissances, de faire de cela une préoccupation. Voilà en gros. Les autres points devraient peut-être être notés par Mme Seydi, mais je voudrais amener tout le monde à garder cet élan d'engagement. Une fois au pays, de pouvoir aussi travailler en toute synergie. Nous sommes devant des problématiques qui sont complexes. Une problématique complexe, ça nécessite des solutions complexes. Une problématique complexe, ça nécessite d'être sur des points de divergence, ce que j'appelle des points d'inattention ou bien je sais pas, des critiques qui sont objectives. Parfois, on n'est pas d'accord a priori sur les solutions, mais c'est autour d'une table qu'on parvient à développer cela. On se réjouit du fait qu'aujourd'hui, nous avons la recherche, nous avons les structures traditionnelles qui travaillent sur cela, nous avons les institutions financières, nous avons tous ces beaux acteurs-là. Je pense qu'il faut qu'on continue à travailler autour de ces questions-là. Nous avons une contrainte, il va falloir qu'on s'arrête. Je voudrais remercier tous les panélistes, je voudrais remercier tous ceux qui ont pris la parole, tous ceux qui n'ont pas pris la parole et qui avaient des choses à dire. Je voudrais vous remercier pour la qualité du débat. Je pense qu'on a parlé de gestion littorale, le temps a été long, mais on ne l'a même pas senti. Je voudrais remercier tout le monde pour la qualité du débat et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci, Amen. C'est dommage, il voulait prendre la parole, mais c'est bon. Ça sera prochainement. Non.